Je pense qu'il n'est pas nécessaire de rappeler que certaines chansons de Juliette Gréco ne sont pas faites pour les jeunes oreilles. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants, jolie môme. C'est peut-être parce que je n'attendais rien que tant de choses me sont arrivées. La prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, jolie môme. Elle a ce talent qu'on la voit, on la remarque, simplement quand elle paraît. Je pense être un auteur privilégié puisqu'elle m'a chanté. Gréco, c'est une voix, mais c'est son visage aussi qui est magique. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin. Jolie môme. Ça, c'est un des mots qui caractérise le plus ma grand-mère. Elle a toujours été moderne. Pour moi, c'est une grande rockeuse. Elle préfigure la femme moderne d'une certaine manière. C'est vrai que Juliette Gréco est le carrefour idéal de tout le répertoire français. Il en reste plus beaucoup de sa génération, c'est quand même quelque chose. Gréco m'a chanté, moi je l'aime bien, elle chante bien. Jolie môme. Je peux pas dire qu'elle est parfaite, mais enfin, elle est quand même pas mal. Je travaille pas du tout pour le malheur, je travaille pour le bonheur. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Jolie môme. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. La muse qui a incarné l'esprit de Saint-Germain-des-Prés dans le monde entier a aujourd'hui 88 ans. Je vous propose un portrait de Juliette Gréco, l'éternelle adolescente, la femme libre, amoureuse, insatiable, comme vous ne l'avez jamais vue. Non. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Vous savez que là, on est parti pour retracer toute votre vie. C'est beaucoup, ça. Il y a 2-8. C'est beaucoup, hein. J'aurais jamais cru que j'arriverais jusque-là. Je pense toujours que je serais morte le lendemain. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Malgré sa certitude de n'avoir plus chaque jour qu'un seul jour à vivre, ou peut-être justement pour cela, Juliette Gréco est devenue une icône, l'icône de la femme libre dont l'hymne pourrait être son provocateur « Déshabillez-moi ». Choisissez bien vos mots, dirigez bien vos gestes, ni trop lent, ni trop leste, sur ma peau. Voilà, ça y est, je suis frémissante et offerte de votre main experte. Eh ben, allez-y. Je chante Déshabillez-moi. Les gens disent quelle toupette. Bon, alors, il y a des gens qui trouvent ça dégoûtant, d'autres qui trouvent ça marrant. Moi, je trouve ça marrant, et qui plus est, ça me donne l'occasion à moi d'être tranquillement impudique. Déshabillez-moi. Vous étiez coquine, hein, en fait. Moi? Oui. Je suis infernal. Je suis pas coquine, je suis infernal. Oui, Juliette Gréco est infernale, depuis toujours et pour tout. Infernale, quand à 20 ans déjà, elle provoque et fascine le Saint-Germain-des-Prés d'après-guerre, vêtue de son long pantalon noir et les cheveux au vent. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Plus d'après-demain, plus d'après-demain, il n'y a qu'aujourd'hui. Infernale de pouvoir séducteur, quand elle met le tout Paris des écrivains, des poètes et des intellectuels à ses pieds. Et en fait, c'était vrai, c'était une muse. Et dès que je l'ai vue, j'ai compris qu'elle pouvait m'inspirer. C'est à elle et à elle seule qu'on offre les plus belles chansons, les plus beaux poèmes, les plus belles musiques. Brel va lui faire des cadeaux. Il va venir lui offrir des choses. Gainsbourg, alors c'est quand même incroyable. Il n'y a pas un auteur digne de ce nom, ou au moins ayant un tant soit peu de tenue littéraire, qui n'ait souhaité écrire pour elle. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise.
Avide d'expérience, Juliette Gréco n'a aucune limite. Radio, théâtre, cinéma, télévision, elle est partout. Je suis convaincu qu'elle est une grande vedette de cinéma. L'un des plus grands producteurs du monde et de l'histoire du cinéma. L'aveu, la garde, c'est pas du tapis rouge, ça, c'est presque, c'est au-delà de ça. Juliette Gréco, c'est aussi une grande sentimentale. Amante, maîtresse, épouse, toujours sincère et passionnée, éternellement amoureuse. Son grand talent, c'est les rencontres et les amours. Elle a toujours assumé tous ses choix. Mais le seul véritable amour, celui qui la comble, c'est son public, partout, toujours, ici et au-delà des frontières. C'est elle qui, dans le monde entier, porte encore aujourd'hui et a porté une culture française. Alors ça, c'est très très fort. Et c'est sans doute pour cela que presque 70 ans après ses débuts, Gréco foule encore triomphalement les scènes du monde entier. Sous le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Gréco est une espèce de star totale, de star complète. Il y a très peu d'artistes qui réussissent à être autant que ça indissociables de leur œuvre. C'est autant une popularité de chanteuse que sa popularité de femme libre. Cette popularité enviable, cette destinée presque insolente de réussite, a peut-être, qui sait, permis à la chanteuse de guérir de ses blessures. Car ce que l'on sait moins, c'est que cette magistrale interprète avait choisi enfant, le silence comme refuge. La petite Juliette pouvait en effet rester des heures, des jours, sans même ouvrir la bouche. Par exemple, à l'école, il y avait un muret, je restais assis sur le muret. Et j'attendais que la récréation se termine. Je parlais à personne. J'avais une sœur très bavarde, très brillante, et ça me suffisait. Donc je me suis retiré comme on dit en religion, je me suis retiré du monde. Tranquillement, j'étais très, très contente comme ça, mais très contente. Ravie. Elle assumait la conversation, et moi, je parlais pas, et on pouvait pas me punir. Quand on essayait de me punir, on me mettait dans l'escalier de la cave, dans le noir, j'étais enchanté. Je prenais mon ours, je passais sur une marche, j'étais ravi. Anne-Marie Casalis, vous êtes sa meilleure amie. Comment était la petite Juliette? Elle était très secrète, elle parlait pas beaucoup. On aurait dit une sourde muette. Vous savez, ces enfants qu'il faut arracher comme ça à leur mystère. Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait arracher Juliette à son profond mutisme. C'est Charlotte, sa grande sœur, sa rassurante complice, sa secrète alliée. Je voulais pas communiquer avec les autres, je voulais communiquer avec ma sœur, avec laquelle je m'amusais. Et nous avions, ma sœur et moi, la même manière de déformer les mots. Par exemple, oui, c'est Ollier. Non, c'est Noun. Et quand on se moque de quelqu'un, c'est hier. On avait la dent très très dure, le regard. Et le regard des enfants est très cruel, comme tout le monde le sait, il n'y a pas pire. Donc, ça, on regardait les gens, c'est hier. Et que c'était arrêt de mort, quoi. Je t'aime, ça veut dire Guillaume-Bozin. Si Juliette, l'enfant mutique, trouve refuge auprès de Charlotte, elle découvre aussi à la même époque une autre manière de s'exprimer, un langage bienfaiteur, celui du corps. Moi, j'étais enchanté parce que je voulais danser. Et je suis entré à l'opéra comme rat. J'étais petit rat. J'avais une robe rose avec des chaussons roses. Et moi, j'aimais ça. J'aimais ça parce que, comme je ne parlais pas, mon corps a tout dit. Il commençait à tout dire. Je disais tout avec mon corps. Et j'étais hyper confortable. J'étais contente comme tout. Le silence de Juliette ne semble émouvoir personne autour d'elle. Son mutisme passe presque pour un trait de personnalité. En réalité, la petite fille tait des souffrances qui remontent à la petite enfance. L'enfance, qui peut nous dire quand ça finit? Qui peut nous dire quand ça commence? C'est rien, avec de la prudence. C'est tout ce qui n'est pas écrit. Pour la petite Juliette, la vie commence plutôt mal.
Dans cette France des années 20, très attachée aux convenances, ses parents se séparent violemment après une courte vie commune. C'est à Paris que sa mère, Juliette Laféchine, a rencontré pour la première fois Gérald Gréco, un beau policier d'origine corse. Pour quitter le conformisme de son Bordelais natal, elle avait réussi à convaincre ses parents de la laisser suivre les cours des beaux-arts dans la capitale. Pourtant, à l'époque, une jeune fille qui vit seule, c'est très mal vu. Alors, quand cet homme de 30 ans, son aîné, la demande en mariage, elle voit en lui l'opportunité d'acquérir son indépendance. Mais le rêve de liberté tourne vite court. Un mariage et 2 enfants plus tard, le couple bat furieusement de l'aile. Sa mère demande alors le divorce. Pour éviter que leur père les approche et pour se sentir libre à Paris, elle confie ses 2 filles à ses parents. C'est à Talence, dans la très chic banlieue bordelaise, que commence une nouvelle vie pour Charlotte et Juliette. On vivait certainement très bien, je présume, sûrement. Sûrement beaucoup mieux que d'autres, sûrement. Mais je ne me rendais pas bien compte de ça. Ce dont Juliette se rend compte, c'est qu'elle va devoir désormais composer avec ses grands-parents. Ma grand-mère est infernale. 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 Ravissante, capricieuse, elle chaussait du 34. Elle était encore très jolie. Elle faisait des scènes épouvantables à mon grand-père. J'entendais ça, moi. J'entendais de ma chambre, ou je sortais de ma chambre pour écouter parce que ça m'amusait. Je ne comprenais pas très bien quelles étaient les raisons de ces colères. Mais pour calmer ma grand-mère, il l'amenait à l'opéra et il revenait en chantant. Ce grand-père, conciliant avec son épouse, est aussi très bienveillant à l'égard de ses petites filles. C'était un homme. Un homme comme on les imagine vraiment. Un mâle, un homme protecteur. Un homme généreux, un homme tendre. Moi, je comptais sur lui tout le temps. En sécurité aux côtés de cet aïeul, la petite fille silencieuse retrouve parfois l'usage de la parole. Un jour, je jouais avec ses mains et je me suis aperçu qu'il y avait plein de petites taches brunes. Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est ça? Elle dit, ça, ce sont des taches de terre. Et quand ma main sera toute brune, je retournerai dans la terre. C'était le genre de conversation que mon grand-père tenait avec moi. Mais cette belle histoire entre Juliette et son grand-père est brutalement interrompue. Hospitalisé pour un problème anodin, il meurt quelques jours plus tard, laissant la petite Juliette, 6 ans, définitivement orpheline. Mon enfance s'est arrêtée à la mort de mon grand-père. Point barre. Le jour où il est parti, il a emporté mon enfance avec lui. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Mais à Talence, les malheurs s'enchaînent. La grand-mère ne survit pas au décès de son époux. À son grand désespoir, la maman de Juliette n'a d'autre choix que de prendre ses filles sous son toit. Elle les ramène donc à Paris et les installe dans son bel appartement de la rue de Seine, en plein cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés. Matériellement, les petites filles ne manquent de rien. Elles partagent une grande et belle chambre, suivent les cours de l'institution religieuse la plus en vue, mais leur mère s'accommode mal de leur présence. Elle veut vivre sa vie avant tout. Je voyais très peu, ma mère, très peu. Mais non, on était souvent tout seuls. Mais c'est bien. C'est bien. J'ai appris tout seul à faire la cuisine. Pourtant, contrairement à ce qu'elle pourrait faire croire, Juliette, comme n'importe quelle petite fille, a besoin de cet amour maternel. Elle essaye de comprendre, questionne sa mère, et les explications qu'elle obtient sont pour le moins violentes. Je suis un enfant pas du tout désiré. Ma mère m'a toujours dit que j'étais le fruit d'un... Et j'ai passé mon enfance à chercher où était l'arbre qui donnait ce fruit. Donc elle refusait complètement sa maternité. Totalement. Et moi je l'aimais. Moi je savais qu'elle était ma mère.
Je le sentais. Et je n'étais pas vraiment son enfant. Fruit d'un enfant trouvé, acheté à des Romanichels, pas un mot de tendresse ou de réconfort. Juliette supporte et souffre en silence. Elle n'avait pas des rapports très chaleureux avec Juliette. D'ailleurs, c'était une personne qui n'était chaleureuse avec personne. Mamie, elle était raide. Oui, elle n'était pas facile. Elle avait des idées d'éducation un peu torsionnaires, dirais-je. Oui. Elle était très, très, très difficile. Elle n'était pas faite pour l'amour maternel? Non, elle était faite pour l'armée. Elle était faite pour le combat, elle était faite pour l'héroïsme. Sans savoir que les mères de famille, elles, sont héroïques aussi. C'est une mère absente. Je n'en veux pas du tout. Elle m'a donné l'amour que je lui porte. Mais de l'amour, sa mère en a de moins en moins à lui donner. Elle le réserve en effet à quelqu'un d'autre. Nous sommes en 1939, la guerre est déclarée. En vacances en Dordogne, la mère de Juliette décide de rester dans la région par mesure de sécurité. Juliette et sa sœur s'installent alors à la Marcaudie en compagnie de leur mère et de la personne qui partage sa vie. Elle s'appelle Antoinette. Mais qu'est-ce qu'on comprend quand on est une jeune fille? Pas chercher à comprendre. Je ne suis pas juge. Je n'ai jamais été juge et ne serai jamais juge de rien et de personne. Jamais. Le bonheur de l'autre est une chose magnifique. Sinon, ce qui m'énervait, c'est qu'elle donnait tous les coupons de chocolat à sa copine et ça m'énervait. Mais l'adolescente éprouve aussi de l'admiration pour cette mère inflexible, surtout lorsque celle-ci s'engage dans la résistance. Moi, j'ai ramassé le tronçon du glaive. Français, sachez-le, vous avez encore une armée de combat. Ma mère est entrée dans la résistance tout de suite. Il y a un passage infernal dans la maison. Il y avait plein de juifs qui passaient et qu'elle amenait, que j'ai amené aussi à la gare, avec la voiture et le cheval, qui partaient pour essayer de passer en Espagne. Je ne pensais pas qu'elle était un héros. Maintenant, je sais. Pour moi, elle faisait ce qu'elle devait faire. Elle était admirable. Bien sûr, combattre dans la résistance n'est pas sans danger. Un jour, en rentrant de l'école, Juliette et sa sœur ont la douloureuse surprise de découvrir la Marcaudie, leur maison, sans dessus-dessous. On arrive et qu'est-ce qu'on voit? Une maison dévastée par les Allemands, avec des trucs déchirés, tous les éventrés, bon. Et on nous dit, voilà, votre mère a été amenée par les Allemands. Donc, on fait une grosse valise, on fait des gâteaux, on part pour la Kommandantur à Périgueux, avec notre grosse valise qu'on traînait, comme de misérables, et on se trouve devant l'occupant. On lui dit, voilà, cette valise, c'est pour notre mère qui s'appelle Madame Attel, et elle n'a jamais vu la valise, bien entendu, et jamais mangé les gâteaux, bien entendu. En sortant de la Kommandantur, les deux filles s'aperçoivent qu'elles sont suivies. Prises de panique, elles se précipitent à la gare avec l'intention de rallier Paris. Charlotte y aurait étonnamment des amis. Juliette suit, sans poser de questions. Mais quelques jours à peine après leur arrivée dans la capitale occupée, sa sœur de 19 ans est interpellée en pleine rue. Tout à coup, j'entendais un grand bruit de voiture et un claquement de portière. Et je vis 4 hommes qui couraient derrière ma sœur. Ils l'attrapèrent, ils la mirent dans une voiture et moi je traversais la place. Et je tapais à la portière de toutes mes forces comme une folle, en criant « c'est ma sœur, laissez-moi entrer ». Embarquées toutes les deux par la Gestapo, Juliette et sa sœur vont être interrogées une nuit entière, séparément. Le lendemain, je revois ma sœur me noter avec d'autres filles et on nous met dans une voiture cellulaire et en route pour Fresnes. Voilà.
Au bout d'un mois passé en cellule avec 3 prostituées, Juliette est relâchée. Sa sœur, jugée complice, connaît un sort plus tragique. Elle est déportée. Mais je ne lui ai pas sauvé la vie. Elle est partie. Elle a retrouvé ma mère à Compiègne, où les trains se croisaient pour embarquer les gens. Ils se sont retrouvés, elles se sont retrouvées dans la même file. Je me souviens d'une main qui m'avait attrapé. Je me souviens d'une main serrée comme un grappin. Je me souviens. C'était un train de nuit dans un pays troublé. Tous nos corps entassés, mon âme sans abri. Juliette a 16 ans et la voilà soudain seule à Paris. Elle dispose cependant d'un contact que sa mère lui avait un jour donné, pressentant peut-être ce qui pourrait arriver. Je savais qu'elle m'avait dit, maman, s'il arrive quoi que ce soit, tu vas trouver Hélène. Je me rappelle qu'Hélène habite rue Servandoni, donc je prends le métro et Hélène me voit arriver. On me met dans une toute petite chambre. Je me rappelle, il y avait un dessus de lit vert qui grattait. C'est tout petit. Et voilà. Elle commence à me prendre en charge. Hélène Duc vit dans une pension de famille. Ce n'est pas une inconnue pour Juliette. L'amie de sa mère, comédienne, a été sa professeure de littérature au lycée de Bergerac. La jeune fille l'aime bien. Et ça, sa mère le sait. A-t-elle pressenti qu'un jour, Hélène saurait donner à sa fille l'amour qu'elle n'avait pas su, elle, lui donner? Peut-être. Je l'aimais beaucoup, Hélène, beaucoup. Je l'aime beaucoup. Je sais qu'elle n'est pas là, je sais qu'elle est partie, mais elle est là. Elle est là, elle est vivante en moi, très vivante. Et puis, elle était beaucoup plus ma mère que ma mère. Elle avait, pour moi, des sentiments maternels. Elle m'a sauvé de plein de bêtises, de plein de choses dans lesquelles j'aurais pu tomber gravement. Dès son arrivée à la pension, Juliette trouve une mère de substitution et une vraie famille dans laquelle elle a cette fois sa place, tout naturellement. Quand elle est arrivée, c'était un peu comme la foudre dans un ciel clair. Pour moi, elle a toujours été là, même quand elle n'était pas arrivée, parce qu'il y avait comme un manque dans la pension qu'elle a comblé en arrivant. Je me souviens qu'immédiatement, j'ai communiqué avec elle, parce que moi j'étais dans la résistance, et qu'elle me racontait l'histoire de sa mère et de Charlie, sa sœur, qui avait été déportée. Elle avait des moments de dépression, mais elle était plutôt optimiste. Et ces petits moments de joie, elle les doit à ses pensionnaires, qui dans cette période si dure, prennent tous soin d'elle. Cette étrange jeune fille singulière et silencieuse attire en effet toutes les marques d'affection. Et c'est ici que par hasard et nécessité va naître la légende Gréco. Quand je lui ai donné mon costume de garçon, ça nous a fait marrer, on rigolait. Après, c'est devenu une légende. Mais à l'époque, c'était pas une légende, c'était une nécessité. Mais j'avais rien. J'avais rien, je pouvais pas me promener les fesses à l'air. Donc, j'avais pitié de moi. Vous aviez un faible pour Bernard Quentin, non? Oui, un gros faible. Il attendait que je dorme et il me peignait, endormi. Car Bernard Quentin est peintre, étudiant aux Beaux-Arts. Et ce n'est pas le seul artiste de la pension Servandoni. Il y a là aussi beaucoup de comédiens, comme Yvette Étiévant, Gérard Philippe, Pierre Riche et bien sûr Hélène Duc. Plongée dans ce milieu artistique, Juliette suit des cours de théâtre et décroche même quelques petits rôles. Cela va lui permettre de survivre et de mettre un pied dans le monde du spectacle. Elle a une voix, une présence. Moi, j'étais persuadé qu'elle ferait de la comédie ou du théâtre. Mais la fin de la guerre ramène Juliette à une dure réalité. Si pour la plupart c'est un moment de fête, pour elle, c'est une longue attente qui commence.
L'espoir en bandoulière, elle se rend chaque jour à l'hôtel Lutetia, boulevard Raspail. C'est là que les déportés réchappés des camps de concentration arrivent. Les déportés arrivaient en camion. Ils arrivaient là tous les jours. Il y avait des fournées comme ça de fantômes, en robe rayée, en pantalon rayé. Puis il y avait cette odeur de mort. Dans le Lutetia, il y avait une odeur de cadavre terrible, terrible. Ça sentait la mort. Vous y alliez tous les jours dans l'espoir de les retrouver? Et vous les avez retrouvés? J'ai senti un papillon sur mon épaule. Hein, et c'était ce qui restait de ma sœur. Elle devait peser 35 kilos. On soufflait dessus, elle tombait. Une sorte de morte vivante. Hein. Et elle m'a dit, je ne veux plus jamais avoir froid et je ne veux plus jamais avoir faim. Ma sœur n'a jamais parlé du camp, ma mère, oui. Juliette a mis beaucoup d'espoir dans le retour de sa mère. Elle est certaine qu'après toute la souffrance qu'elle a endurée, elle saura enfin lui dire « je t'aime ». Mais le jour des retrouvailles, dans ce hall de l'hôtel Lutetia, au lieu de la joie tant attendue, c'est la violence qui est de nouveau au rendez-vous. Juliette se souvient encore des premiers mots de sa mère. Où est Antoinette? Je pensais qu'elle allait me dire bonjour, ou qu'elle allait m'embrasser, peut-être. Je pensais que peut-être quelque chose allait faire qu'elle m'aimerait, ou qu'elle me reconnaîtrait. Pas du tout. Mais pas du tout. Elle me demande des nouvelles de la personne qu'elle aime, qui évidemment n'est pas moi, assurément. Ça a été un coup de poignard, mais pas une déception. Avec le temps, tout s'en va. On oublie le visage et on oublie la voix. Le cœur quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire, et c'est très bien. Avec le temps, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les signes, et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Juliette a 17 ans. Elle vient de comprendre, de manière assez brutale encore une fois, que dans la vie, pour être heureux, il ne faut rien attendre des autres, même pas de sa propre mère. Mais pourquoi j'attendrais quelque chose? Au nom de quoi? Quelquefois, je reçois des gifles mentales très douloureuses, oui. On s'en fout, c'est pas grave. C'est pas grave du moment qu'on a donné. On est en règle avec soi-même. Juliette sait désormais qu'elle ne peut et ne doit compter que sur elle-même. Elle retourne alors auprès de sa nouvelle vraie famille, celle de la rue Servandoni, bien décidée à être libre et heureuse. On s'est retrouvés tous un peu quand même avec des familles, pas des familles à problème, mais enfin des relations familiales un peu distendues. Il y avait à l'époque un noyau de jeunes de nos âges. Il y avait Juliette, il y avait Anne-Marie Casalis, il y avait Marc Donitz. Puis on s'est agglomérés les uns aux autres. Donc on s'est recréé notre propre famille. On est dans cette atmosphère de l'après-guerre. Paris vient d'être libéré, la guerre est finie. Ceux qui ont eu la chance de revenir ou de ne pas être emportés par ce désastre et qui sont jeunes ont envie de vivre, ont envie de proclamer la vie. Et cette jeunesse qui a envie de chanter la vie, ces artistes en herbe, ces jeunes intellectuels et écrivains, élisent domicile à Saint-Germain-des-Prés. Dans les cafés et les brasseries du quartier, au Flore, chez Lippe, au De Magot, au Bar Vert, on croise le couple Sartre-Beauvoir débattant avec Merleau-Ponty. On entend résonner le rire de Raymond Queneau. On découvre les écrits de Prévert et de Camus. Paris renaît ici. C'est incroyable, quoi. Parce que tout d'un coup, le monde entier se retrouve dans ce village où il y a une église, deux bistrots. Il y a une espèce d'attirance, comme ça, magique, où tout à coup, les gens viennent habiter le même quartier, se retrouvent entre eux, travaillent entre eux, s'aiment,
Et puis c'était un instant où tout à coup les adultes ont reconnu les enfants. La rue était à nous. Et c'est dans ces rues, dans ces cafés, que prend vie le mouvement existentialiste, courant philosophique prôné par Jean-Paul Sartre. Il y avait très peu de gens qui travaillaient. Nous étions très jeunes tous. Donc on n'avait pas, ce n'était pas des gens qui allaient au bureau. Ce n'était pas des gens qui étaient médecins, ce n'était pas des gens qui avaient un vrai travail. Donc c'était des musiciens, c'était des écrivains, c'était voilà. Donc c'était des gens sans emploi du temps fixe. Donc l'heure pour nous était un mot tout à fait abstrait. On prenait le petit déjeuner à 3 heures, c'était à peu près toujours les mêmes personnes d'ailleurs, et tous les jours les mêmes, et à peu près toujours aux mêmes tables en plus. Et puis après, je prenais comme ça 3 à 4, ensuite tout ça n'est pas très drôle. Et ensuite, on errait dans les rues comme ça, on descendait la rue Bonaparte, on enchaînait sur la rue Jacob, on remontait par la rue Saint-Benoît, mais vraiment ne faisant rien du tout jusqu'à l'heure de l'apéritif. Alors l'apéritif, on retournait ou aux Fleurs ou au De Magot, et puis on réunissait à peu près tout ce qu'on avait comme argent, puis on allait dîner. Ah, si j'avais 1 franc 50, j'aurais bientôt 2 francs 50. Juliette va devenir la figure de proue de cette jeunesse en quête de liberté. Sa feinte désinvolture, son attitude distante et mystérieuse, son look atypique séduisent et attisent la curiosité. J'étais scandaleuse d'abord physiquement. J'étais très dérangeante. Et comme je n'avais pas d'argent, j'avais bien été obligé de me débrouiller avec mes cheveux. Donc j'avais une frange et une crinière de jeune fille. Et j'étais habillé de noir, ce qui était absolument interdit. Une jeune fille ne s'habille pas de noir. Elle était d'abord très belle. En plus de ça, elle avait un look comme les autres n'avaient pas. Ses longs cheveux, habillée toujours en noir. À l'époque, des femmes qui portaient des pantalons à la ville, il y en avait extrêmement peu. Comme les gens se retournaient, ils ne pouvaient pas ne pas en avoir conscience parce que les gens en parlaient. J'entrais au Flore, il y avait un silence. C'était effrayant, effrayant. C'est quelqu'un qui a été en effet mythique avant même de chanter. Je veux dire, quand on voit des films sur Sartre, sur Beauvoir, sur Saint-Germain-des-Prés, on voit cette fille bizarre avec ses cheveux longs qui passe devant le Flore, qui est quasiment mutique dans cette atmosphère de l'après-guerre. Donc cette fille qui parlait pas, qui était et que tout le monde regardait, Je suis faite pour plaire, et n'y puis rien changer. Mes lèvres sont trop rouges, mes dents trop bien rangées, mon teint beaucoup trop clair, mes cheveux trop foncés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Je suis comme je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi si ce n'est pas le même que j'aime chaque fois? Juliette est magnétique. Il suffira d'ailleurs d'une photo pour le révéler. Cela fait quelques mois que la bande de copains s'est mise à fréquenter un bar de quartier appelé le Tabou. Ce bar a la particularité d'être ouvert toute la nuit pour proposer café et croissants chauds aux employés des messageries situées juste à côté. Des horaires qui arrangent bien Gréco et ses amis. Ils ont soudain la nuit devant eux pour refaire le monde. Un soir, tout à fait par hasard, Juliette découvre la cave du café. Excitée par cette trouvaille, elle et ses amis ne tardent pas à investir le lieu. Ça y est, ils ont enfin trouvé l'endroit idéal pour jouer et écouter de la musique, déclamer des poèmes, danser, rire, se retrouver. On avait conscience qu'on s'amusait bien. Et on en a profité au maximum, quoi. On était heureux. Ceux qu'on appelait déjà les existentialistes sont maintenant surnommés les troglodytes.
Et c'est une photo prise un soir comme un autre et qui paraît en une du journal Samedi Soir, qui va définitivement changer la destinée de ce quartier et créer la légende Gréco. Ce reportage est devenu un scoop, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire que la presse mondiale l'a reproduit. Et ce retentissement a fait que ce quartier, qui jusque-là était un peu clandestin, est devenu tout à coup l'objet d'une curiosité non seulement parisienne, non seulement nationale, mais on a vu l'été de 47, c'est-à-dire 2-3 mois après l'apparition de cette page, on a vu arriver les premiers cars de l'agence Cook, les premiers Danois, les premiers Américains. Et quand même venu Sartre, Simone de Beauvoir, elle est venue la voir, Maurice Chevalier est venu et regardait ce que nous étions comme on regarde des lions en cage. Ça, on jette des cacahuètes aux singes. Il y avait des hommes politiques de l'époque qui venaient. Oui. Il y en a eu un qui a appris comment je m'appelais, qui était très proche de Gaulle. Il arrive et le malheureux a la mauvaise idée de me taper sur les fesses en me disant « Comment ça va, mon petit ?» Il a reçu une paire de claques absolument sonores et je lui ai sauté dessus. Carrément. Et le lendemain, il arrive chez De Gaulle. Et De Gaulle, contrairement à ce qu'on croit, était une vraie pipelette. Il adorait tout ce qui se passait, il adorait savoir. Et ça l'amusait beaucoup. Elle lui dit « Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes entré dans une porte ?»« Oui, mon général, je suis entré dans une porte. »« Ah oui, vous savez, je connais le nom de la porte. » Il savait tout. Pourtant, j'étais pas grand-chose. Hein. Juliette n'est pas grand-chose, mais elle est déjà incontournable. On se précipite pour les voir de près, elle et sa bande de copains. L'afflux de clients est tel qu'il leur faut même organiser un service d'ordre. C'est comme ça que Juliette se retrouve à la porte du lieu pour gérer les entrées. Alors, moi, comme j'avais mauvais caractère, comme j'ai mauvais caractère, de manière très arbitraire, je rejetais les gens. Je disais, non, vous n'entrez pas. Et ça a fait un malheur. Les gens venaient pour se faire jeter, parce qu'il avait une bonne chance de se faire jeter. C'est devenu très à la mode. Dans la cave de la rue Dauphine, on y vient aussi pour faire la cour à sa représentante la plus emblématique. C'est comme ça qu'un soir, Juliette va connaître son premier grand amour. Il s'appelle Jean-Pierre Vimille. J'avais 19 ans. J'aimais. Passionnément. Passionnément. 26 concurrents participent aux Coupes de l'Agassi dans le bois de Boulogne. Dès les premiers tours, Jean-Pierre Vimille a pris le commandement. Même si elle a déjà connu des aventures, Juliette tombe cette fois éperdument amoureuse. Il est l'un des meilleurs coureurs automobiles de sa génération et il a 2 fois son âge. C'est un homme magnifique, extraordinaire. C'était un coureur automobile. Mais c'était beaucoup plus fort que ça. J'aimais, lui aussi. Ah. J'ai pas eu à m'expliquer. Il était marié, non? Tout à fait. Avec une très jolie femme. Donc vous étiez sa maîtresse? J'étais sa maîtresse. Être l'épouse ou la maîtresse importe peu à Juliette. Ce n'est pas le type d'engagement qui fait la qualité du lien. Elle l'a appris à ses dépens. Elle sait surtout qu'elle doit profiter de ce que la vie lui offre. En toute confiance, elle ouvre donc son cœur. Mais de nouveau, et sans qu'elle ait pu s'y préparer, il va se mettre à saigner. C'est au cours de l'entraînement pour le Grand Prix automobile de Buenos Aires et pour éviter la foule qui avait imprudemment envahi une partie de la piste que le grand champion français Jean-Pierre Vimille a trouvé la mort. Freinant brusquement, Vimille, clouant son bolide sur place, s'écrasait contre son propre volant. C'était absolument une catastrophe. Abominable. C'est abominable. Une douleur pareille, je ne la souhaite à personne. Vraiment. Et le jour de son enterrement, j'avais caché mes cheveux sous un béret et je voulais pas être reconnaissable. Donc j'étais caché, complètement brisé en morceaux. En morceaux. J'avais apporté un petit bouquet de fleurs blanches. Il était grand comme ça. Et puis ils m'ont fait descendre là où il y avait son cercueil. J'ai posé mon petit bouquet et je suis parti. Les amours perdus ne se retrouvent plus.
Et les amants délaissés peuvent toujours chercher. Les amours perdus ne sont pas loin pourtant, car les amants délaissés ne peuvent oublier tous les... Brisée, Juliette n'en laissera rien paraître. À 22 ans, même si elle sait plus que quiconque à quel point la vie peut être cruelle, elle sait aussi que cette vie est devant elle. Pour ne pas affronter seule la douleur tapie dans le tréfonds de son cœur, elle continue de sortir. À Paris, l'ambiance, 4 ans après la fin de la guerre, est plus que jamais à la fête. Les jazzmen américains débarquent. Ils s'appellent Sidney Bechet, Duke Ellington, Charlie Parker ou encore Miles Davis. Et un soir... Boris Vian me dit, tu sais, il y a un type qui s'appelle Miles Davis, il est trompettiste et il donne un concert salle Pleyel. Viens, parce que c'est formidable, tu vas voir, tu vas adorer. Vous entendez actuellement le quintet de Tadd Damon et Miles Davis, qui se livrent à la forme la plus moderne du jazz, au style bebop. En compagnie de Mimi, la femme de Boris Vian, Juliette assiste au concert depuis les coulisses, faute d'argent pour payer sa place. Vous vous souvenez de la première rencontre? Tout à fait. Alors là, tout à fait. On n'oublie pas ce genre d'événement. Qu'est-ce que je vois? C'est absolument une statuette égyptienne en bois d'ébène, d'une beauté absolument incroyable. Et ce qui sortait de sa trompette, c'était pas non plus... Bon, c'était bouleversant. Hein, voilà. J'étais là absolument fasciné. Il sort de scène, et puis il avait un regard extrêmement insistant. Et sans doute moi aussi, je présume. Je crois que ça existe, le coup de foudre. J'y crois. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres. Son premier amour, qu'elle a perdu tragiquement, était marié et de 19 ans son aîné. Celui qui lui redonne le goût à l'amour est un noir américain. Une fois de plus, Juliette fait fi des convenances. Ses amours, c'est décidé, seront peut-être hors normes, mais elles seront toujours sincères et assumées, comme elle. Elle fait pas la différence. Elle dit, j'avais même pas vu qu'il était noir. Elle dit un jour à Sartre, qui éclate de rire, elle dit, non, moi j'ai vu de profil Néfertiti. Tout le temps où Miles Davis est présent à Paris, les deux tourtereaux font le tour des clubs de Saint-Germain. Le jazzman rencontre l'élite intellectuelle et artistique du quartier. Mais quelques semaines plus tard, il lui faut rentrer aux États-Unis. Miles ne se résout pas à emmener Juliette avec lui pour lui éviter, dit-il, le racisme bien ancré outre-Atlantique. Un de mes premiers souvenirs de récit de ma grand-mère, c'est ça. C'est quand elle était dans les hôtels avec Miles Davis et qu'on la regardait comme une fille de bas étage et encore. Et voilà, et je me suis dit, ben, prends-en de la graine, ma fille. Ils se croiseront parfois, se rateront souvent au cours de leurs tournées respectives. Ils s'embrasseront une dernière fois sur un plateau télé à Paris, quelques mois avant la mort du trompettiste en 1991. Il y a de différents amours, très différentes. Tant de sentiments peuvent s'entremêler là-dedans, d'admiration, de respect, d'éblouissement. Hein? Non, il y a beaucoup de choses. Je suis seule ce soir avec ma peine. J'ai perdu l'espoir de ton retour. Et pourtant, je t'aime encore et pour toujours. Ne me laisse pas seule sans ton amour. Juliette n'a jamais tenté de retenir Miles Davis. Elle savait que ça n'aurait servi à rien. Miles Davis est à peine rentré aux États-Unis que Juliette retourne à sa vie. Une vie faite, heureusement, de tous les possibles. Saint-Germain-des-Prés, dans ces années-là, c'est vraiment l'Eldorado de la culture. C'est-à-dire, on est au bistrot, on dit, tiens, je ferais bien un film, on fait un film.
On dit je créerai un cabaret, on crée un cabaret. On crée une pièce de théâtre, on devient chanteur. Il y a une espèce de dynamisme, de liberté et de facilité, entre guillemets, à ce moment-là, à inventer des nouvelles choses. Et c'est justement cette énergie-là, cette liberté, ce « tout est possible » qui vont offrir à Juliette, sans qu'elle le sache encore, le plus beau rôle de sa vie. Un soir, entre amis, il est question de l'inauguration d'une nouvelle salle située rive droite, le Bœuf sur le Toit. Ils sont, Gréco, Dolnitz, Casalis, ses amis, en train de dîner avec Sartre. Ils sont en train de parler du programme qu'il va y avoir au Bœuf sur le Toit. Et Casalis dit, on veut faire chanter Gréco. Et Gréco dit, non, moi j'ai pas envie de chanter. Et c'est Sartre qui a dit, il faut que tu chantes. Tout d'un coup, j'ai été mise devant le fait accompli avec Sartre. Si, vous allez chanter, Gréco, vous venez chez moi demain matin. Et c'est une Juliette Gréco bien curieuse qui débarque le lendemain au domicile de Jean-Paul Sartre pour choisir ses textes. Je lis Si tu t'imagines de Raymond Queneau. Waouh! Et je lis L'Éternel féminin de Jules Lafont. Waouh! Je sautais là-dessus. J'ai fait mon choix. La jeune fille qui faisait la fine bouche 2 jours plus tôt a la perspective de chanter est soudain très excitée, rien que d'y penser. D'autant plus que toutes les fées se penchent sur son berceau de chanteuse, puisque c'est Joseph Cosma, le compositeur le plus en vue de Paris, qui lui propose de mettre ses textes en musique et de lui apprendre à chanter. Est-ce que vous vous rappelez que c'est vous qui m'avez appris à chanter mes premières chansons? On a beaucoup travaillé. On a beaucoup travaillé. Fallait bien. Ah mais oui, mais ça donnait ça, c'était absolument comme les enfants à l'école maternelle. Ta 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 ta. Hein? En plus ça? Et comme c'est devenu intelligent dans votre interprétation, c'est-à-dire que c'est grâce à vous que les chansons... Quand même un peu travaillé, quoi. Succès. Si tu t'imagines, fillette, fillette, si tu t'imagines que ça va durer toujours la saison la saison des amours, ce que tu te bourres, fillette, fillette, ce que tu te bourres. Elle monte sur scène un peu vers la fin de programme, vers minuit, et elle découvre ce que c'est. Soudain, le public qui vous applaudit et qui dit encore, une autre, et elle découvre des gens qui la regardent, qui sont émus, et ça bouleverse sa vie. Ça bouleverse sa vie parce que elle est aimée, parce qu'elle ne court pas les risques qu'elle court avec les autres amours. On entre en scène pourquoi? On n'entre pas en scène pour qu'on vous siffle. On entre en scène pour qu'on vous aime. Qu'on vous comprenne, qu'on comprenne ce que vous dites. Et qu'on ait des instants d'intimité extraordinaires. Tout à coup, on est deux. Lors de son premier passage sur scène, Juliette a la révélation. Elle, l'enfant qui préférait se taire plutôt que d'exprimer sa tristesse, la jeune fille qui a dû très vite faire résonner amour et douleur, vient de découvrir en même temps qu'un nouveau mode d'expression, une nouvelle forme d'amour. Elle vient de découvrir comment guérir de ses blessures. Après sa prestation au Bœuf sur le Toit, elle est engagée à la Rose Rouge. C'est là, dans ce cabaret de la rive gauche, où l'on croise les frères Jacques ou le mime Marceau, que va naître le mythique personnage de Gréco, tout en pudeur et en théâtralité. Tout d'un coup, elle va prendre une robe boulante, elle va choisir le noir, mais le noir un peu comme Piaf l'a fait. Et on s'habille en noir sûrement pour une raison très précise, comme un théâtre est peint en noir en général, parce qu'on voit encore mieux les mains, parce qu'elle est graphique. C'est quand même pas évident de porter ça à l'époque, parce que c'est extrêmement moulant, des vêtements qui dévoilent le corps, mais en même temps c'est extrêmement pudique, parce que la robe va jusqu'à terre, elle va jusqu'au poignet, elle n'est pas décolletée, tout dévoilé et ne rien montrer. C'est l'art de Gréco. Juliette, c'est un corps, c'est une présence, et puis sa tenue effective, c'est-à-dire toujours vêtue de noir sur scène. Elle appelle ça son noir de travail. C'est une tenue et c'est des mains. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent avec ses mains, en fait. La danse des mains de Gréco, c'est aussi une manifestation de son trouble intérieur. Les premiers mois, elle se tient
les mains serrées derrière le dos, elle ne sait pas quoi faire de ses mains, elle ne sait pas quoi faire du corps. Et Gréco va inventer peu à peu cette espèce d'abord de ponctuation, puis de danse, puis de paraphrase de ses chansons par les mains. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est là-haut? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Quand on est dans l'eau, on veut que vienne l'orage qui apporterait du ciel bien plus qu'un message. Et pour échanger d'un coup au cours du voyage des plumes en écaille, des ailes en chandail et des algues en paille. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau? Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre. Mais comment s'y prendre? Mais comment s'y prendre? Et il y a toujours une sorte de mutation, c'est un peu comme Goldorak, c'est le passage du rideau, on peut rire derrière le rideau, se raconter des histoires, dire des bêtises, et tout d'un coup, quand elle passe le rideau, d'abord elle devient grande alors qu'elle est toute petite, et ça devient une autre personne. Juliette Gréco, il faut absolument aller la voir chanter sur la scène. Elle est vraiment la chanteuse plus sensuelle que j'ai connue en France, et qu'elle chante, ça m'a donné toujours le chair de poule. Elle est quand même forte, quoi. Elle a quand même tout au bout des doigts, ces toutes petites mains qui deviennent très grandes, hyper expressives. On peut la trouver très empruntée, très maniérée, mais elle installe une manière de faire, justement, un maniérisme à elle. Et là, elle sait que visage et main, ça devient un petit théâtre, voilà. Ce personnage séduit au-delà de toute espérance. Et Juliette ne va pas tarder à sortir de l'ombre des cabarets pour se retrouver dans la lumière du music-hall. La légende à peine née est déjà incontournable. Juliette dévore cette nouvelle vie avec gourmandise. Les chansons que vous avez interprétées s'adressaient d'abord à un public assez restreint, à un public, disons, plutôt d'amis. Après ça, il y a eu le passage au grand public. Est-ce que ce passage était difficile? Non. Le passage n'a pas été difficile, il a été très difficile pour moi, qui pensais qu'ils ne m'aimaient pas. Et ils m'ont prouvé le contraire. Dès le premier soir, par exemple, à Bobino, qui est un music-hall de la Rive-Gauche, que vous connaissez, j'imagine, qui est un très vieux music-hall, qui est probablement le plus vieux music-hall de Paris. Ces gens qui sont des gens qui viennent toutes les semaines, enfin, chaque fois que le programme change, ces gens qui sont de vieux habitués du music-hall, m'ont fait fête. Et pour moi, ça a été beaucoup plus important que la Légion d'honneur. Aussitôt, elle convainc. Elle convainc parce que Gréco est une artiste qui est enracinée dans la chanson française. C'est-à-dire que le public qui, à l'époque, aime Édith Piaf ou Jacqueline François ne va peut-être pas aimer toutes les chansons de Gréco, mais en même temps, il y a des émotions. Quand elle chante Sous le ciel de Paris, tout le monde chiale, c'est évident. Quand elle chante La Belle Étoile de Jacques Prévert, qui est une vraie grande chanson populaire enracinée dans le Paris populaire, elle va toucher ce public-là. Boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien, il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Des clochards affamés s'endorment sur les bancs, et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour le jour, à la nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que... Pour moi, elle a vraiment ouvert tout un pan de la culture française à laquelle moi je n'avais pas accès lorsque j'étais petit, c'est-à-dire qu'à travers Juliette Gréco, j'ai découvert Ferré, j'ai découvert Brassens, j'ai découvert Brel, j'ai découvert mais quantité d'autres artistes en fait des années Rive Gauche, et c'est vrai que Juliette Gréco est le carrefour idéal un petit peu de tout le répertoire français. C'était pas votre destin, et pourtant vous êtes devenue chanteuse. Ouais. C'est-à-dire pour chanter les mots des autres. Pour m'exprimer à travers. C'est sournois. Oui. Oui, parce que les mots des autres sont beaux. Et parce qu'il y a une certaine impunité aussi. Depuis toujours, Juliette est réfractaire dès qu'il s'agit d'exprimer ses propres émotions.
En se servant des mots des autres, elle définit elle-même sa distance de sécurité. Elle y met son âme, mais sans trop se brûler. La petite fille mutique s'est soudain muée en une sublime interprète. Les plus grands poètes de l'époque, les Trenet, Brassens, Ferré, Prévert l'ont bien compris. Elle devient alors leur coqueluche, leur muse. Léo Ferré, joli môme. Gréco m'a chanté, moi j'aime bien, elle chante bien. Elle a une façon de chanter un peu comme chantait Zara Lander, c'est comme Marlène Dietrich, elle a un style à elle. C'est une fille qui chante des choses intelligentes, le plus possible, n'est-ce pas? Quand on sait la signification du mot interprète, c'en est une. C'en est une, elle s'approprie, elle possède les mots des autres comme personne. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli mot. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli mot. La barrière de faux-froid, ça faut se la faire, mais c'est doux, joli mot. C'est-à-dire, elle a cette capacité à prendre des textes que lui ont écrit des auteurs et à les faire vraiment siens, en fait. Elle donne sa version des œuvres quand elle chante, et en même temps, elle laisse ouvert ce que les gens voudraient voir et entendre. Et ça, c'est une clé. Il n'y a pas de quoi s'étonner qu'elle ait réussi à ce point-là. C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert, sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, il dansait dans ce petit bal qui s'appelait Non. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Mon métier, c'est interprète de luxe. Parce que je m'approprie ces mots, parce que j'essaie de les servir au maximum, parce que je fais tout ce que je peux pour que ce soit encore plus beau. Je le dis, je le répète, je suis une servante et rien d'autre. Une servante et rien d'autre, mais qui fait de chaque interprétation une nouvelle aventure. Alors les gens me disent, ça vous ennuie pas de chanter la même chose depuis tellement d'années? Mais je dis, je chante pas la même chose. Vraiment pas. Je cherche tout le temps. Tout le temps. Par exemple, la javanaise, elle change totalement de sens, parfois. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? La javanaise a été écrite particulièrement pour vous. C'est comme je veux, c'est à moi. C'est mes affaires à moi. Vous me déplaise en dansant javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Ne me quitte pas, il faut oublier, tout peut s'oublier. Et même lorsque la chanson n'est pas écrite pour elle, Juliette Gréco se la réapproprie pour la faire correspondre à sa personnalité. Comme avec « Ne me quitte pas » de Jacques Brel, par exemple. Oublier ses heures. Quand Jacques Brel chante « Ne me quitte pas », il chante un con. Il chante un type qui est en train de se traîner aux pieds, quelqu'un qui perd toute dignité. Lui chantait ça en suppliant un peu « Ne me quitte pas ». Ne me quitte pas. Elle dit « Ne me quitte pas ». Enfin, c'est plutôt un ordre. Elle chante complètement différemment, mais c'est bien aussi. Je t'inventerai des moins sensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu 2 fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort, de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Mais ne me quitte pas avec la rage, c'est quand même mieux que de pleurnicher. Ça, je tire mon chapeau là. Paraît-il, les terres brûlées de l'ampoule
de blé qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un chêne flamboie, le rouge et le noir ne s'y bougent-ils pas? Ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Même pour la plus belle des chansons, Juliette Gréco n'est pas femme à se renier. Si Jacques Brel ne ressent aucune gêne à se lamenter, une Gréco ne s'y résout pas. Pourtant, sous son air rebelle, toujours un peu hors cadre, il lui arrive aussi parfois d'avoir envie de rentrer dans le rang. Comme ce jour de 1953, sur le tournage du film de Jean-Pierre Melville, quand tu liras cette lettre, où elle tombe amoureuse d'un comédien, Philippe Lemaire. Ils étaient dans un film tous les deux ensemble, où elle jouait bizarrement le rôle d'une bonne sœur, ce qui nous a fait tous beaucoup rire d'ailleurs, il faut dire les choses comme elles sont. Elle, qui avait l'habitude de s'éprendre d'hommes, si ce n'est à l'opposé, du moins très différent d'elle, surprend en choisissant quelqu'un qui lui ressemble. Philippe Lemaire est jeune comme elle, il est acteur comme elle et arbore un physique de jeune premier alors qu'elle affiche une beauté atypique. Et pris l'un de l'autre, les deux jeunes gens se marient dans l'année. Marions-les, je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, ils seront très heureux ensemble. Marions-les, je crois qu'ils se ressemblent, marions-les, ils seront très heureux ensemble. Mais à croire que ce choix était peut-être un brin trop classique pour Juliette. Oui, c'est très joli. Un peu ennuyeux, mais très joli. Très joli. Non, je ne me suis pas amusé du tout avec lui. Il était très dépressif. Et il souffrait d'être beau. Il avait bien tort. Il restait couché toute la journée avec les couvertures sur la tête. Et il était dépressif. Alors, je me suis ennuyé, donc je suis parti, quoi. Voilà. Moi je sais bien que tu t'ennuies, comme tu sais que je m'ennuie dans les bras de celui qui dort. Orgueilleux, confiant et bête. 3 ans après leur rencontre, ils se séparent. Oh oui, on va rester à s'ennuyer. Il y a autre chose à faire quand même. La vie est courte, oui. Quoique. Ça a été très rapide, toute cette histoire. Ça n'a pas duré très longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, mais de cette union est née une enfant, une belle et adorable petite fille, Laurence Marie. Elle a les yeux bleus, les cheveux blonds. Elle est comme je rêvais, c'est-à-dire le contraire de moi. La voici dans la fleur du jour, ma fille. Bonjour. En choisissant ce bel homme, Juliette savait-elle qu'elle voulait devenir maman? Possible. Bonjour. Et vous, ça a été important d'être mère? Dangereux. Une énorme responsabilité, énorme. Il faut essayer de ne pas se tromper. Et moi, je n'ai pas été du tout exemplaire parce que j'étais absente. Et que ma fille, certainement, en a beaucoup souffert. J'ai jamais vécu avec papa et maman, non. C'est une famille décomposée. J'ai eu une enfance plutôt désagréable de ce côté-là, oui. Mais quand on est petit, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'est-ce qu'on comprend de ça? Nous, ce qu'on veut, c'est voir maman, puis c'est tout. Sauf que Juliette a choisi de ne renoncer ni à sa carrière de chanteuse, ni à sa carrière de comédienne. 2 métiers qui laissent peu de place à celui de maman. Vous n'avez jamais eu à choisir entre votre métier et l'éducation de votre fille? Mon métier dépendait de l'éducation de ma fille. Il fallait que je sois là, il fallait que je subvienne aux besoins de la maison. C'est moi qui ai subvenu à mes besoins et à ceux de ma fille. Tu vas juste aller dans ton lit pour jouer, comme ça, faire semblant de dormir pour jouer, et demain matin, tu t'apercevras que c'était un très beau jeu. Vous êtes sévère ou pas? Un sujet délicat. Un sujet délicat? C'est un sujet délicat, c'est-à-dire que... Pourquoi elle fait ce qu'elle veut, Laurence? Non, elle ne fait pas exactement ce qu'elle veut, mais elle ne fait pas non plus exactement ce que je veux. Elle fait ce qui est bien, ce qu'elle croit être bien et ce que je crois être bien. D'avoir des parents artistes, certainement, apporte un regard différent sur les choses et sur leur façon d'être. Bon, ce ne sont pas des parents comme tout le monde, quand même. Mais oui, c'est difficile à vivre. Je pense pour quasiment tous les enfants d'artistes, leur enfance est difficile. On est obligé de combattre beaucoup pour exister par soi-même. Ce statut de fille d'artiste a souvent mis Laurence dans la lumière. Ça lui plaisait parfois.
Les premiers souvenirs que j'ai à l'esprit de maman quand j'étais petite, c'est quand elle venait me chercher à l'école alsacienne le vendredi soir avec sa petite voiture rouge italienne décapotable et que là je ne me sentais plus pisser de fierté parce que j'avais aucune notion de la célébrité de maman. Mais la voiture rouge, ça le faisait avec les copains. Mais ça l'oppressait aussi souvent. Oh, la jolie petite fille. Comment est-ce que tu t'appelles? Laurence. Je détestais tout journaliste qui passait la porte de la maison. J'ai vécu des journées entières sous les tables pour pas qu'on me regarde, pour pas qu'on me voie, pour qu'ils s'en aillent, pour qu'ils en aient marre. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Quoi? Avec cette mère qui semblait appartenir à tout le monde, Laurence est devenue possessive. J'ai toujours été très exclusive de ce côté-là. J'ai pas voulu de frères et sœurs, quelqu'un d'autre, non. Ça voulait dire encore quelqu'un qui serait plus intéressant que moi. Mais elle s'est aussi expliquée en disant qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre à faire puisque c'était un peu la seule solution. C'est vrai que de ce temps-là, maman était plutôt dans la carrière de cinéma. Quand tu partais faire un film, c'était 6 mois. Donc quand tu pars 6 mois, effectivement, il faut décider de comment un enfant grandit. Comment t'appelles-tu? Eh ben moi je vais vous dire, elle s'appelle Laurence et maintenant vous allez voir sa maman. Juliette Gréco, dites-nous un petit peu ce que vous venez de faire, ce que vous venez de terminer et quels sont vos projets. Je viens de faire un film, pour une production américaine. Oui. Qui s'appelle, c'est une histoire d'Hemingway, c'est un livre d'Hemingway qui s'appelle Le soleil se lève aussi. Juliette Gréco croise alors la route du grand producteur hollywoodien Daryl Zanuck qui veut absolument faire de la jeune Française une comédienne internationale. Zanuck, c'est montagne sacrée. À l'époque, il est donc patron de la 20th Century Fox. Et quand il voit sa photo, se dit « Cette incarnation de la liberté française, je la mettrais bien dans les films que je produis. » Il met Juliette à l'intérieur du film. Et en même temps, il met Juliette à l'intérieur de sa vie. Parce que de toute façon, quand Juliette Gréco débarque quelque part, on veut la garder. Toujours prête pour de nouvelles expériences, Juliette relève le défi et se retrouve à partager l'affiche avec Tyrone Power, Mel Ferrer, Ava Gardner et Errol Flynn. Vous étiez une jeune comédienne, vous étiez intimidée ou pas du tout? J'avais pas le temps d'être intimidé, j'étais fasciné. Parce que j'avais les yeux comme des billets de loto et que j'étais complètement fasciné de voir en vrai, en chair et en os, des gens que je n'avais vus qu'en images. Qui, par exemple? Ava Gardner. Oui. Par exemple. Fascinée par les stars américaines, Juliette Gréco fait aussi son petit effet, notamment sur le producteur. Zanuck tombe amoureux et va, après ce premier film, donc Le soleil se lève aussi d'Henry King, pratiquement choisir les films qu'il va faire dans les 3 années qui vont suivre pour pouvoir mettre Juliette dedans. Et même peut-être même enfermer Juliette dedans. Juliette Gréco, the fabulous new personality from the left bank of Paris as Minna. Zanuck lui offre ensuite un rôle dans Les Racines du ciel de John Huston. When some of the most brilliant international stars are gathered together to interpret a story taken from a prize-winning French novel, you are right to expect a film that is at once provocative and controversial. Et pour être certain d'avoir sa Juliette près de lui, il écrit même le scénario de Drame dans un miroir, qu'il se charge de produire, pour bien mettre sa protégée en valeur. J'avais l'impression d'être protégé. Et c'était la première fois de ma vie qu'avec un homme, j'avais l'impression que c'était lui qui me protégeait. À part mon grand-père, non. Mais cette paternelle protection commence à peser, surtout auprès de l'entourage français de Juliette. Ils étaient rarement à Paris, mais quand elle venait à Paris, Daryl avait fait un barrage complet contre tous les gens qu'elle avait l'habitude de voir. Je me rappelle très bien que si par hasard on la voyait chez Lippe attablée avec Zanuck, naturellement j'allais dire bonjour. Mais une fois que j'avais dit bonjour, Zanuck ne disait pas « asseyez-vous là et restez avec nous ». Donc on comprenait tout de suite qu'il valait mieux
se retirer. Ce soir, je suis très intéressé de parler à propos Juliette Gréco. C'est pas le protégé de moi, pas du tout. Elle n'a pas besoin de moi. Elle n'a pas besoin de personne. Et c'est peut-être justement parce qu'elle n'a besoin de personne que Daryl Zanuck devient maladivement jaloux, au point de la faire étroitement surveiller. Mon Dieu, faire surveiller Juliette Gréco, lui mettre des flics en bas de chez elle. Juliette déteste ça, déteste être mise en cage, déteste la jalousie. Baisse un peu ta jalousie, elle me fait de l'ombre. Imagine-toi, je n'y vois plus dans notre vie, il y fait bien sombre. Imagine-moi, que reste-t-il de notre humour? Et est-ce ainsi que meurt l'amour? Leur histoire d'amour va devenir houleuse et s'achever, et elle va revenir en France après cette parenthèse hollywoodienne qui, en termes de filmographie, n'est pas vraiment à marquer d'une pierre blanche, mais qui prouve une fois de plus que qui prouve qu'elle est magique en fait. Mais cette étonnante épopée américaine n'aura pas été inutile pour sa carrière. Juliette reçoit en effet une étonnante proposition. Le réalisateur Claude Barma la veut pour jouer le rôle principal d'une série télé, Belphégor, ou le fantôme du Louvre. Vouloir savoir. Le fantôme, c'est Juliette, c'est le Juliette Gréco qui l'ignorait puisqu'elle était endormie, elle était sous hypnose. Par conséquent, la révélation, le coup de théâtre final, c'est que même si on devinait que c'était elle le fantôme, elle-même l'ignorait totalement. Ce qu'elle ignorait aussi, c'est que ce rôle allait bouleverser son destin. Garde à Belphégor. Je l'ai connue comme ça quand j'étais adolescent. J'ai vu à la télévision Belphégor. Et derrière ce masque qui faisait peur, il y avait cette femme masque elle-même. Moi, j'étais terrorisée de Belphégor. J'avais exceptionnellement en pension le droit de regarder Belphégor le soir. Et là, j'avais le droit, mais j'avais très peur. Ça a été un grand moment dans votre... Formidable. Oui. J'ai appris plein de choses. Et tout d'un coup, je suis entré vraiment dans la rue. Est-ce que vous avez spécialement réservé les 4 derniers samedis à regarder Belphégor? Oui, enfin une partie, quoi. Oui, surtout la dernière. Oui, monsieur. Pour Belphégor, oui. Il y avait plusieurs autres sorties de prévues et je les ai annulées. Je suis tombé sur Belphégor, j'ai été pris, je suis resté jusqu'à la fin de l'émission. Ça m'a fait un plaisir fou. Je suis devenu quand même un peu populaire. C'est un mot auquel je tenais. Interpellée dans la rue, reconnue partout où elle passe, Juliette Gréco est devenue une vraie vedette. Elle fait la une des grands quotidiens et des magazines de l'époque. Et cette notoriété nouvelle l'amène à fréquenter des artistes tout aussi populaires. Comment avez-vous rencontré Juliette? Je l'ai rencontré à un dîner professionnel. Le journal télé 7 jours avait fait un dîner pour réunir les acteurs qui avaient eu l'insigne honneur de paraître en première page sur la couverture. J'étais assis à côté d'elle pendant ce dîner, et puis patatrac. Il m'a fait rire toute la soirée. Alors là, ça c'est très compliqué. Pour moi, si je ris à ce point-là, c'est que ça va mal tourner. Et ça a mal tourné. Tellement mal tourné que Juliette et Michel se marient l'année suivante. Ils resteront plus de 11 ans ensemble. Jusqu'au jour où les vieux démons de Juliette refont surface. J'ai commencé à m'ennuyer quand finalement, rentrer à la maison, Alceste, Max et les ferrailleurs, Max sans les ferrailleurs, j'ai commencé à m'ennuyer quand il ramenait avec lui le personnage qu'il jouait. J'avais pas épousé les personnages, j'avais épousé Michel Piccoli. Ça pourrait être distrayant de voir revenir des gens différents. Mais moi, ça ne m'a pas suffi du tout. C'est lui que j'aimais, pas les autres. Donc je suis parti. Pour chanter mes jeunes amours, je vais m'offrir un monument avec des chrysanthèmes autour et des rosiers blancs. Un monument avec mon nom et ma statue en marbre blanc, la main posée sur un canon.
ce type charmant. In memoriam, je ne suis qu'une femme, et rien qu'une femme, in memoriam. Est-ce que parfois vous vous êtes reproché d'avoir été cruel? Il paraît que je suis cruel. Mais où on est cruel, où on est lâche. Si on n'en veut plus, on n'en veut plus. Voilà, si on veut plus vivre comme ça, on part. Moi, je pars. Vous avez toujours exercé une fascination sur les hommes? Non. Exercer une fascination, on me l'a dit. On l'a écrit, bon. Mais moi, je n'ai pas ce sentiment-là du tout, du tout. Si Juliette conteste la fascination qu'elle exerce, souvent bien malgré elle, c'est parce que malgré les années, malgré les succès, elle n'a toujours pas appris à aimer son apparence. Vous parlez très volontiers, très librement, et en même temps vous êtes extrêmement pudique. Je ne vois pas qui m'a vu toute nue. J'ai eu un blocage. Ça veut dire du fait aussi que je me trouve moche, peut-être. Mais c'est pas grave, hein. J'ai toujours été complexé. Il n'y a pas de remède à ça. À cause d'un amant qui lui avait fait une remarque, et pour tenter de guérir de certains complexes, Juliette a même eu recours à la chirurgie esthétique. J'ai fait refaire mon nez. À cause de lui. Pour lui. Pas pour vous? Non. Vous vous êtes pas trouvé plus jolie après? Je me trouvais moins moche. Ça aurait été ma copine, je lui aurais dit t'es complètement dingue. C'est clair. À l'époque, en plus, avec c'était pas ce qu'on faisait aujourd'hui. Enfin, vous imaginez se faire refaire le nez dans les années 50. Elle a eu beau se faire refaire le nez, perdre sa singularité d'une certaine manière. Elle a continué de plaire parce qu'il y avait du fond en elle. Juliette a continué à plaire, bien sûr, comme elle a continué à aimer et à être aimée. J'ai le cœur aussi grand qu'une place publique, ouvert à tous les vents, voir à n'importe qui. Venez boire chez moi, 3 fois rien de musique, et vous y resterez comme en pays conquis. Vous n'êtes pas caché, par exemple, d'aimer l'amour sous toutes ses formes, oui, sans mettre un genre ou un... Ben, quand on aime, on aime. Il y a des gens qui aiment leur chien, d'autres qui aiment leur bicyclette, d'autres qui aiment leur femme, d'autres qui aiment les jambes. Et on peut aimer tout à la fois. On est fait pour aimer. C'est terrible le refus d'être heureux. Il faut avoir le courage d'être avec qui on aime. Vous étiez très proche de Françoise Sagan. On peut appeler ça une amitié amoureuse. On peut appeler ça comme on veut. Ouais. On peut appeler ça de l'amour. Ouais. 8 ans séparent Françoise Sagan, auteur de Bonjour Tristesse, et Juliette Gréco. Mais beaucoup de choses les rapprochent aussi. L'amour des mots, bien sûr. Et un goût certain pour la vie, qu'il faut savoir prendre avec légèreté. Elle est à la fois ma sœur de jeu, ma sœur de bêtises. On a fait des choses absolument d'enfants. On a vécu comme des enfants souvent, très souvent. Chaque fois qu'on se voyait, on faisait des bêtises. Il n'y avait rien à faire. Et ça pouvait être aussi des discussions sérieuses et voilà, et graves. Et une recherche de la beauté des choses. Je trouve que vous n'avez jamais de barrière. Et pourquoi faire? Mais parce qu'on est dans un monde où tout le monde veut mettre les gens dans des cases avec des étiquettes. Ah, je suis pas en cage, moi. Non, non, non. On est là pour vivre, on n'est pas là en esclavage. Pourquoi ne pas avoir cette curiosité? Pourquoi ne pas avoir tous les désirs? Pourquoi? Ce qui est important, c'est d'aimer, c'est pas la personne qu'on aime. Voilà ce que ça m'a appris. Moi, la première fois qu'on m'a dit « Ouais, ta grand-mère, c'est une vieille gouine », c'était genre dans les années 80, j'étais toute petite. Je disais « Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien et tout. » Et puis maintenant, quand j'y repense, je me dis « C'est juste, non. Je pense que c'est encore une fois des rencontres. C'est pas une question de sexualité. Après, qu'on couche avec ou pas, ça n'a aucune importance. Voilà ce que ça a fait sur moi. Et j'en suis super fière. C'est tout.
Cette liberté-là, je l'ai retrouvée en fait dans les thèmes abordés dans certaines de ses chansons. Dans la vie comme sur scène, Juliette n'hésite pas en effet à jouer de cette ambiguïté. On voit beaucoup de pingouins et beaucoup moins de pingouines. Alors que les pingouines, il n'y en a plus que de pingouins. Faut croire que les pingouins sont plus gais que les pingouines. Alors que les pingouines sont tristes, on le devine. Les petits pingouins se tiennent la main de façon divine. Les petites pingouines ne se tiennent à rien. Non, rien, les petits pingouins boivent du bon vin dans de petits bouges. Les petites pingouines préfèrent le gros rouge. C'est adorable. C'est une chanson adorable, mais qui a heurté. Qui a fait plaisir aussi, à beaucoup. Et qui a donné un petit courant d'air de liberté à pas mal de spectateurs. Moi, je l'ai chanté pour eux. Juliette Gréco m'a montré qu'on pouvait être libre, qu'on pouvait être soi-même, qu'on pouvait aussi être rebelle. Et c'est vrai que je me retrouvais beaucoup là-dedans, dans cette envie aussi de m'affirmer. Elle a été très très importante pour moi. Ouais. Juliette, pour moi, c'est vraiment, sans la théorie, c'est une féministe absolue. Féministe absolue dans sa vie de femme libre, dans sa manière de ne pas se laisser dicter ses choix justement par le public ou par la mode, ouais, et de décider qu'elle choisit. Je trouve que c'est vraiment une leçon de liberté. Si les gens font des accueils de cette sorte à des stars, bien sûr c'est pour le talent, bien sûr, mais aussi c'est parce qu'ils savent que derrière le talent, derrière le métier, ces femmes ont une vie de femme, avec des amants, des maris, des enfants, des séparations, des douleurs, des blessures. Et c'est ça que les gens viennent chercher, c'est ça qu'ils accueillent, c'est ça qu'ils acclament, et c'est ça qui les touche. Pour des millions de femmes, Gréco est un exemple. C'est autant une popularité de chanteuse que sa popularité de femme libre. Gréco invente la femme libre. Gréco incarne quelque chose de tout à fait neuf dans son époque. Pour pouvoir un jour enfin leur dire à celles qui me jugent avec fureur, pauvre grognasse, c'est pour pouvoir vous dire je vous pardonne votre laideur. C'est pour pouvoir leur dire à ces matrones qui 1000 fois m'ont condamné. Comment voulez-vous que l'on vous pardonne, vous qui n'avez même pas péché? C'est pour cela, jeunes gens, au fond de moi s'éveille le désir charmant de devenir vieille. C'est sans conteste cette femme libre et assumée qui va séduire Gérard Joannès, son mari, pianiste de Brel à l'époque. Continue parce que je ferai que des bêtises là. Encore aujourd'hui, il n'a rien oublié de leur première rencontre. La première rencontre, c'était chez elle, avec Jacques Brel. On est venu passer une audition pour lui montrer une chanson. J'ai un petit peu le trac de la rencontrer, parce qu'elle était bien connue depuis des années. On l'a vu arriver en déshabillé, chemise de nuit, je sais pas, enfin bon, il y avait du froufrou dans l'air. Et c'était une belle femme qui était, à mon avis, assez dangereuse. Il fallait pas trop s'approcher. Jacques avait dû lui dire ouais, je suis une mangeuse d'hommes, ouais, ceci et cela, méfie-toi, tout ça. Alors que pas du tout, vous n'avez mangé aucun homme. Dégusté. Mais avant d'être dégusté, Gérard Joannès va d'abord être engagé comme pianiste. L'accompagnateur de Jacques Brel et le compositeur de nombre de ses chansons comme « Ne me quitte pas » ne tourne plus avec le chanteur belge, et pour cause. Celui-ci a mis un terme à sa carrière. C'était un dimanche, au mois de février 68. François Robert, qui était l'arrangeur de Jacques Brel, m'appelle en disant « Juliette Gréco cherche un pianiste pour partir demain matin au Canada ». Donc, j'ai dit oui tout de suite, sans savoir que j'allais rester jusqu'à maintenant. Habitué à travailler avec Brel, Gérard Joannès a du mal au début à se faire au caractère imprévisible de la chanteuse. Je
dirais que Juliette est spéciale. Parce que quand elle a une chanson nouvelle, on ne répète pas. Elle la prend dans sa tête toute seule. Ce qui fait que moi j'attends, je me demande ce qui se passe et un jour elle me dit « Ah là, on peut y aller ». C'est très curieux comme manière de faire. Moi, j'étais pas habitué à ça. Quand vous travaillez, Juliette Gréco, est-ce que vous donnez tout Quand je répète? Oui, quand vous travaillez comme ça, tous les deux. C'est jamais normal. Jamais, ils sont toujours la surprise. C'est la surprise du chef, là, la dernière minute. Vraiment carrément la surprise. D'abord, ils ne savent absolument pas quels sont les gestes que je vais faire, pour commencer. Et alors là, il y a des surprises, ça faut bien le dire. Et ensuite, ils ne savent pas très bien, même pas lui. Quand j'étais avec elle dans les premiers mois, je voulais l'attacher au piano pour qu'elle répète. Elle ne pouvait pas rester en place. Je m'y suis habitué, mais enfin, c'est toujours pareil. Il y a avec lui une complicité formidable. On travaille ensemble. On a peur ensemble. On vit les mêmes instants de passion pour ce métier ensemble. Nous sommes ensemble. Voilà. Ensemble, Gérard Joannest et Juliette Gréco le sont sur scène, comme à la ville. Le mariage est venu 20 ans après. Un jour, on s'est dit, on va peut-être se marier. Tu veux être le numéro 3 ? Parce qu'elle avait des numéros avec ses maris. Oh ben, ça m'est égal d'être numéro 3. Je suis bien contente qu'elle ait trouvé quelqu'un qui la prend comme elle est, quoi. C'est rare quand même. Trouver la personne qui vous prend tel que vous êtes, qui assume tout ce que vous êtes, tout en étant excessivement différente de vous. Je trouve ça formidable. Je trouve ça super. Jacques Brel, Gérard Joannest, la chanson des vieux amants. On est sur scène ensemble depuis 47 ans. C'est pas mal. Elle a beaucoup de patience, et moi aussi. Bien sûr, nous eûmes des orages. 20 ans d'amour, c'est le mot folle. 1000 fois, tu pris ton bagage. 1000 fois, je pris mon envol. Et chaque meuble se souvient, dans cette chambre sans berceau, des éclats des vieilles tempêtes. Plus rien ne ressemblait à rien. Tu avais perdu le goût de l'eau. Et moi celui de la croquette. Oh, mon amour, mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour. De l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Ce qui la maintient, c'est la scène. C'est l'adrénaline de la scène, c'est la seule chose. Quand elle n'a pas de travail, il y a eu des moments où il y a eu des trous qui sont somme toute assez courts, ben, on le sait. C'est des moments où elle vieillit, où elle ne s'intéresse plus aux choses. Ah oui, non, elle a besoin de travail. Le travail, c'est sa force. Une force qui lui a parfois fait défaut pendant sa longue carrière. Au milieu des années 80, le public de Juliette n'est pas toujours au rendez-vous. Elle a eu du courage à l'époque où il y a eu, comment dire, une certaine baisse dans son public en France. Elle n'a jamais renoncé à chanter, même si la réservation n'avait pas très bien marché. Elle n'était pas du genre à dire « Ah, ça y est, j'ai la migraine, j'ai un malaise, je ne vais pas chanter parce qu'il n'y a pas assez de gens dans la salle ». Donc je crois que ça aussi, c'est courageux. Je chante, mais devant des salles à moitié pleines, et sans un public qui me rejette. Vous vous êtes senti rejeté un moment? Oui, bien sûr. Heureusement, j'avais le monde pour me promener, où j'étais reçu comme une reine. On tournait en Amérique du Sud, le Japon, l'Allemagne. On était 160 fois en Allemagne. Mais on n'a jamais eu d'arrêt. Pour moi, elle est en tournée tout le temps. Elle est jamais là, ma grand-mère. Moi, quand on me dit, elle chante encore,
Oh oui, ah ouais, bah elle est tout le temps par Mons et par Vaux. C'est vrai que la carrière de Juliette est impressionnante de constance et de longévité. Depuis sa première prestation en 49 au Bœuf sur le Toit, elle n'a jamais cessé de se produire sur les scènes du monde entier, au point de devenir une véritable ambassadrice de la chanson française, de la culture française, de la langue française. Amoureuse des mots, il était normal que Juliette ose de nouveau interpréter sa chanson la plus connue, la plus osée aussi. Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter. Me désirer. Me captiver. Déshabillez-moi. Quand elle chante ça, je la trouve magnifique, drôle. Je crois pas qu'elle se donne en spectacle. Quand on a son âge, sa classe, son parcours, on peut tout se permettre. Et surtout quand on a l'humour qu'elle a, ça me rappelle qui elle est. Et j'ai envie de faire, ouais, voilà, c'est tout quoi. On se dit soudain, mais oui, bon Dieu, pourquoi pas? Pourquoi pas cette idée magnifique de continuer l'amour, la vie, malgré l'âge? Je crois pas qu'elle l'ait calculé, je pense que c'est parce que elle le vivait comme ça, qu'elle s'est dit je peux le chanter à nouveau. Et puis bah, si elle passe ces messages-là encore aujourd'hui, bah, tant mieux, bah, c'est super, c'est encore de la liberté. Déshabillez-moi. C'est clair, non? Déshabillez-moi. Et vous? Déshabillez-vous? Malgré son éternelle jeunesse, malgré son incomparable liberté, Juliette a décidé d'entamer ce qu'on pourrait appeler sa tournée d'adieu. J'ai 88 ans. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et est-ce que mes jambes vont continuer de me porter? Est-ce que mon corps va suivre les désirs de ma tête? Donc par courtoisie, vous avez décidé de dire au revoir et merci. Par politesse, absolument. Et dire surtout merci, surtout. Elle a sûrement raison, mais j'espère que ça va durer le plus longtemps possible, merci. J'ai très peur du moment où elle arrête de chanter, ouais. Je le dis pas, mais ça me fout la trouille, ouais. À la mort de mon grand-père, j'ai compris qu'on était là pour mourir. J'ai compris ça très bien, tout de suite. Et depuis, chaque jour pour moi est un cadeau. Merci pour la poésie, le vent, la vie. Merci pour le bois, le sel, le poivre, le miel. Merci, merci bien quand même. Le sang. La reine, merci pour toute la joie. Les planches, la scène. Merci. Et comment le dire? Merci, la chaîne.